As-tu déjà eu l'impression que ton esprit travaille contre toi? Tu penses, mais tu n'agis pas. Et plus tu te bloques, plus tu te sens mal. La culpabilité apparaît, la frustration aussi, puis la fatigue mentale. C'est un cycle qui se répète et qui te maintient exactement au même endroit. À l'extérieur, personne ne le remarque. Tu sembles normal. Mais à l'intérieur, tu passes la journée à discuter avec ta propre tête, à essayer de te convaincre, à essayer de te calmer, à essayer de comprendre. Et à la fin de la journée, il ne reste qu'un sentiment, celui de ne pas avoir vraiment vécu et de t'être épuisé inutilement. Quand l'anxiété prend le contrôle, ta vie commence à t'échapper. Tu ne décides plus avec calme, tu décides seulement pour arrêter de ressentir ce que tu ressens. Et lorsque tu prends des décisions dans cet état, la peur commence à commander à la place de la raison. Tu ne choisis plus ce qui est juste. Tu choisis ce qui fait le moins mal sur le moment. Les stoïciens étaient très clairs à ce sujet. Un esprit agité n'est pas un esprit plus conscient. C'est un esprit pris en otage. Il déforme la réalité, amplifie les risques, invente des urgences et te pousse à réagir à ce qui pourrait mal se passer, au lieu de répondre à ce qui se passe réellement maintenant. C'est pourquoi l'entraînement stoïcien n'a jamais consisté à éliminer les émotions. C'est impossible. L'entraînement est ailleurs, ressentir sans obéir, penser sans se perdre, placer la raison aux commandes même lorsque l'émotion essaie de crier plus fort. Le changement commence lorsque tu comprends quelque chose de fondamental. Ce n'est pas la vie qui est hors de contrôle, c'est ton attention. Tant qu'elle reste prisonnière de l'anxiété, tu continueras à beaucoup penser et à très peu agir. Mais lorsque tu apprends à faire une pause de 2 secondes, à reconnaître ce qui se passe réellement entre la vie et l'anxiété, puis à choisir ta réponse avec clarté, le cycle commence à se briser. Tu n'as pas besoin de penser davantage. Trop penser est justement ce qui t'a conduit jusqu'ici. Ce qui change maintenant, c'est ta position intérieure. Et pour marquer ce moment de façon simple, écris seulement ceci en commentaire, clarté. Un mot simple, mais suffisant pour marquer l'instant où tu cesses d'être emporté par ton esprit et où tu commences à reprendre ta position. Maintenant, passons au premier principe stoïcien. Numéro 1. Ne te compare pas. Il existe une erreur silencieuse qui détruit plus de personnes que n'importe quel échec extérieur. La comparaison constante n'est pas quelque chose qui se produit à l'extérieur de toi. C'est quelque chose qui se produit dans ton esprit, en permanence, presque sans que tu t'en rendes compte. Tu te réveilles, tu regardes ta propre vie, avant même de commencer ta journée, tu as déjà l'impression d'être en retard. Quelqu'un va mieux. Quelqu'un a avancé plus vite. Quelqu'un semble plus sûr de lui, plus confiant, plus stable. Et soudain, ton esprit commence à travailler contre toi. L'obsession de te comparer n'est pas un problème de réalité, c'est un problème d'interprétation. Tu ne vis pas la vie de l'autre, mais tu te juges comme si tu courais dans sa course. Et personne ne peut te trahir, te blesser ou t'étouffer autant que ton propre esprit lorsque tu n'apprends pas à le gérer. Tu peux avoir des ennemis à l'extérieur. Tu peux rencontrer des personnes qui te déçoivent, qui te trahissent, qui te frustrent, ou même des personnes qui te provoquent constamment. Mais aucune d'elles n'a le pouvoir de t'affaiblir autant que ton propre esprit lorsqu'il commence à se mesurer avec les mauvais critères. Car la comparaison crée un piège cruel. Tu commences à vivre en regardant constamment sur les côtés, tandis que ton propre chemin est oublié. C'est comme essayer de courir tout en regardant la piste de quelqu'un d'autre. Tu trébuches non pas parce que tu es incapable, mais parce que ton attention est mal placée. L'esprit anxieux agit exactement de cette manière. Il ne te demande pas où tu étais hier. Il ne tient pas compte de ce que tu as déjà surmonté. Il ignore ton contexte, ton histoire, tes batailles intérieures. Il répète simplement, tu devrais être plus loin. Et cette phrase, répétée chaque jour, crée de la culpabilité, de la précipitation et de l'autosabotage. Tu commences alors à agir, non pas avec clarté, mais sous l'influence de la comparaison. Tu ne choisis plus ce qui a du sens pour toi. Tu choisis ce qui semble prouver ta valeur aux yeux des autres. Épictète mettait en garde contre cela de manière très directe. Si tu veux être invincible, ne te compare à personne d'autre qu'à toi-même. Cette phrase est un véritable code pour l'esprit. Un code de sagesse. Car au moment où tu te mesures au regard des autres, tu abandonnes ta paix intérieure. La comparaison ne te motive pas, elle te fragmente. Elle te pousse à douter de toi, à précipiter les étapes, à accepter moins que ce que tu mérites ou à abandonner avant d'avoir mûri. Et c'est ici que se produit le changement qui transforme tout. L'anxiété ne naît pas d'un manque de capacité. Elle naît d'un excès de comparaison. Tu n'es pas en retard. Tu es simplement sorti de ton propre rythme. Lorsque tu comprends cela, quelque chose commence à se réorganiser en toi. Ton esprit ralentit, ton corps se détend et tu cesses de te battre contre ta propre trajectoire. L'antidote n'est pas de t'isoler du monde. L'antidote est de changer le critère. De changer la question. Au lieu de te demander « Comment suis-je par rapport aux autres ?», demande-toi « Comment suis-je par rapport à la personne que j'étais hier ?»
Cela te redonne du pouvoir. Cela te redonne une direction. Cela te redonne du calme. Aujourd'hui, fais un accord simple avec toi-même. Ne compare pas ce qui se passe dans les coulisses de ta vie avec ce que les autres montrent publiquement. Ne compare pas ton processus avec les résultats des autres. Ne compare pas une étape difficile de ta vie avec le meilleur moment de quelqu'un d'autre. Si tu écoutes ces mots maintenant, peut-être est-ce précisément le moment de faire ce pas. Écris simplement en commentaire, je choisis de me concentrer sur moi. Car à partir du moment où tu cesses de te comparer, ton esprit cesse de t'attaquer, et commence enfin à travailler pour toi. Numéro 2. Devenir l'auteur de ta propre histoire. Lorsque tu n'assumes pas le rôle d'auteur de ta propre histoire, quelque chose se produit presque sans que tu t'en rendes compte. Ton esprit prend alors l'habitude de répéter ce qu'il connaît déjà. Il répète les mêmes pensées, les mêmes décisions, les mêmes réactions. Non pas parce que ces choses sont bonnes, mais parce qu'elles demandent moins d'énergie que de créer quelque chose de nouveau. Et c'est précisément là que le sabotage s'installe. Tu ne fais pas cela parce que tu veux te nuire. Tu le fais parce que l'esprit fonctionne souvent en mode automatique. Ce n'est pas un manque de force, c'est un manque de direction consciente. L'esprit préfère répéter un scénario connu, même s'il est mauvais, plutôt que d'affronter l'inconfort d'écrire un nouveau chapitre. Imagine cela comme une chanson qui tourne en boucle. Tu ne l'aimes même plus vraiment, mais elle continue de jouer parce que c'est la seule qui se trouve dans ta liste de lecture. Tant que tu ne choisis pas une autre chanson, la musique ne change pas. L'autosabotage fonctionne de la même manière. Il apparaît pour combler un vide précis, un besoin de sécurité, de reconnaissance, de contrôle ou de protection émotionnelle. C'est pourquoi le point central n'est pas le comportement lui-même, mais le besoin qu'il essaie de satisfaire. Parfois, le sabotage te protège de la peur de te tromper à nouveau. Parfois, il évite la frustration d'essayer sans recevoir de reconnaissance. Parfois encore, il évite le risque de t'exposer, de prendre position ou d'assumer des responsabilités. Tant que tu ne comprends pas cela, tu vis en réagissant à ta propre histoire, comme quelqu'un qui relit toujours le même chapitre en espérant que la fin change toute seule. Les stoïciens avaient une vision très claire de ce type de répétition. Pour eux, la liberté ne consistait pas à faire ce dont on a envie. Elle consistait à agir avec conscience. Et la conscience commence lorsque tu comprends pourquoi tu fais ce que tu fais. Épictète enseignait que personne n'est dominé par les événements eux-mêmes, mais par les habitudes qu'il développe pour y faire face. Lorsque l'habitude est inconsciente, la vie semble simplement arriver. Lorsque l'habitude devient consciente, tu commences à prendre le volant. Devenir l'auteur de ta propre histoire ne signifie pas tout contrôler. Cela signifie choisir, délibérément, la manière dont tu réponds aux choses. C'est sortir du rôle de simple personnage pour devenir celui qui écrit le récit. Dans la pratique, cela commence par une question simple mais puissante. Qu'est-ce que ce comportement essaie d'éviter? Quand tu procrastines, quelle émotion essaies-tu d'éviter? Quand tu abandonnes rapidement, de quoi essaies-tu de te protéger? Quand tu te sabotes, quel besoin cherches-tu à combler? Répondre à ces questions avec honnêteté peut tout transformer. À partir de ce moment-là, tu ne luttes plus contre le comportement lui-même, tu remplaces sa fonction. Si le sabotage sert à éviter le rejet, tu apprends à t'exposer avec plus de préparation. S'il sert à éviter la frustration, tu apprends à ajuster tes attentes. S'il sert à éviter la responsabilité, tu apprends à prendre des engagements plus petits, mais constants. Marc Aurèle a écrit quelque chose de profondément pratique à ce sujet. Ta vie devient ce que tes pensées en font. Et les pensées, lorsqu'elles ne sont pas remises en question, deviennent un scénario automatique. Être l'auteur de sa vie signifie interrompre ce scénario. Cela signifie comprendre que le passé explique certaines choses, mais ne commande pas ton avenir, que la peur peut t'avertir, mais ne doit pas décider, que le vide révèle un besoin, pas une condamnation. Quand tu fais cela, le sabotage commence à perdre sa force. Numéro 3. Ne pas abandonner avant même d'avoir commencé. Beaucoup d'abandons ne se produisent pas dans la réalité. Ils se produisent bien avant, dans le langage que tu utilises à l'intérieur de ta propre tête. Tu n'as même pas essayé, mais tu as déjà décidé que cela ne fonctionnera pas. Si je n'y arrive pas, je vais abandonner. Je ne vais même pas postuler, je ne suis probablement pas le profil. Si ça ne marche pas du premier coup, c'est que ce n'est pas pour moi. Observe ce mécanisme, tu vis déjà la sensation de l'échec comme si c'était une certitude. L'esprit crée un scénario extrême, transforme une tentative en jugement, pour éviter la sensation d'être petit ou insuffisant, il choisit de ne pas agir. Mais ce n'est pas un manque de capacité. C'est une intolérance au commencement. C'est comme quelqu'un qui refuse d'entrer dans l'eau parce qu'elle est froide. Ce n'est pas que cette personne ne sait pas nager, elle ne veut simplement pas traverser les premières secondes. Et ces secondes deviennent une barrière imaginaire, alors qu'en réalité elles ne sont que la porte d'entrée. Une fois dans l'eau, le corps s'adapte. La respiration se règle. Et ce qui semblait impossible devient normal. Mais celui qui recule à cause du froid ne découvre jamais cela.
L'esprit anxieux fonctionne de la même manière, il exagère la difficulté du début et sous-estime complètement la capacité d'adaptation. Il crée alors des règles rigides pour se sentir en contrôle. Si ce n'est pas sûr, cela ne vaut pas la peine. Si ce n'est pas garanti, mieux vaut ne pas y aller. Si ce n'est pas parfait, c'est un échec. Mais ces règles ne te protègent pas. Elles te rétrécissent. Elles n'évitent pas la douleur. Elles évitent la croissance. Le stoïcisme n'a jamais été une philosophie pour éviter les frictions de la vie. C'est une philosophie pour ne pas être gouverné par elles. Marc Aurèle n'écrivait pas pour te convaincre d'être invincible. Il écrivait pour te rappeler que la vraie vie exige un mouvement conscient, même lorsque le cœur bat plus vite, même lorsque la main tremble un peu. Le changement pratique ici n'est donc pas de devenir courageux. C'est de cesser d'utiliser la peur comme juge. La peur est un avertissement, pas une sentence. Quand tu remplaces la pensée, tout ou rien, par une lecture plus honnête, le jeu change complètement. Ce n'est plus, si je n'y arrive pas, tout est fini. Mais plutôt, si je n'y arrive pas, j'aurai appris comment cela fonctionne. Ce n'est plus, si je ne postule pas, je me protège. Mais, si je postule, je m'entraîne. À ce moment-là, l'action cesse d'être une preuve de valeur personnelle. Elle devient une construction, une expérience, une maturation. Et c'est ici que l'anxiété commence à perdre son carburant. Car le risque cesse d'être un verdict et devient simplement une expérience. Pense à l'objectif d'une caméra lorsqu'il est mal réglé. Tout paraît menaçant, déformé, exagérément grand. Mais lorsque tu ajustes la mise au point, la même scène devient claire et tu peux enfin voir quoi faire. La conscience agit comme cette mise au point. Être conscient, ce n'est pas méditer indéfiniment sur la peur. C'est reconnaître le moment exact où tu es en train d'abandonner dans ton imagination quelque chose qui n'a même pas encore commencé dans la réalité. Combien de fois as-tu fermé une histoire avant d'écrire le premier paragraphe? Combien de fois as-tu renoncé, non pas parce que tu avais essayé et échoué, mais parce que tu avais décidé à l'avance que cela ne valait pas la peine? Alors aujourd'hui, fais les choses différemment. Ne promets pas le courage. Promets la présence. Entre dans l'eau même si elle est froide. Fais le premier pas, même s'il est inconfortable. Car la vie ne répond pas à tes garanties. Elle répond à ton mouvement. Et lorsque tu cesses d'exiger la certitude pour agir, tu ne deviens pas parfait. Tu deviens constant. Et c'est la constance qui ouvre le chemin. Numéro 4. Comment cesser de te blesser toi-même? Ce qui te maintient le plus attaché au passé n'est pas ce qui s'est réellement produit. C'est la manière dont ton esprit continue de raconter cette histoire. L'événement appartient déjà au passé. Mais le récit, lui, reste actif. Il répète toujours le même ton, la même conclusion, la même étiquette sur qui tu es, chaque fois que quelque chose dans le présent touche ce point ancien. Tu ne revis pas la douleur parce qu'elle existe encore. Tu la revis parce que, sans t'en rendre compte, tu relis le même scénario intérieur chaque fois que ce souvenir se réactive. La même phrase, la même interprétation, la même identité qui se confirme encore et encore. L'esprit anxieux agit avec une précision presque chirurgicale, il prend un épisode difficile et le transforme en une définition personnelle. Cela cesse d'être quelque chose qui t'est arrivé et devient quelque chose qui explique qui tu es. Et c'est précisément là que naît l'autosabotage. Non pas parce que tu es brisé, mais parce que tu essaies de vivre le présent en utilisant une carte dessinée dans le passé. Épictète mettait en garde contre cela de manière très directe lorsqu'il disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. » L'événement est terminé. Le jugement, lui, continue d'agir. Chaque fois que tu te dis intérieurement « Je suis comme ça à cause de ce que j'ai vécu », tu figes le temps. Tu empêches cette expérience de s'effacer et de se transformer. Il existe une différence profonde entre se souvenir et se définir. Se souvenir, c'est de la conscience. Se définir, c'est une prison. Un esprit qui n'apprend pas à réécrire ses souvenirs douloureux vit comme quelqu'un qui relit toujours le même chapitre en espérant une fin différente, sans se rendre compte que le problème ne se trouve pas dans le chapitre lui-même. Le problème se trouve dans l'endroit où le livre reste ouvert. Imagine une fenêtre couverte de buée. Tu regardes à l'extérieur et tout paraît déformé, lourd, menaçant. Pourtant, le monde n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le verre. Quand tu nettoies la fenêtre, le paysage reste le même, mais ta perception change complètement. Réécrire ses souvenirs fonctionne de la même manière. Guérir ne signifie pas effacer ce qui s'est passé. Guérir signifie réécrire la manière dont tu le regardes. Il s'agit de changer ton point d'observation. De cesser de regarder le passé comme une condamnation et de commencer à le regarder comme un processus. C'est pour cela que cette idée prend tout son sens lorsqu'on la comprend profondément. Au lieu de dire « je suis abîmé », dis « je suis en train de guérir ». Au lieu de dire « je suis brisé », dis « je suis en train de me redécouvrir ». Ce n'est pas de la pensée positive vide. C'est un repositionnement intérieur. La mémoire n'est pas un bloc rigide.
Elle répond à l'état émotionnel avec lequel tu y accèdes. Si tu revisites une douleur en disant « cela m'a détruit », ton corps réagit comme si cela se produisait encore. Mais si tu revisites ce souvenir en disant « cela m'a traversé, mais cela ne me définit pas », quelque chose change. Le souvenir perd de son poids. Il perd son pouvoir. Il perd son autorité sur le présent. Marc Aurèle l'a exprimé avec une simplicité brutale, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Les pensées répétées deviennent un sol émotionnel, et c'est sur ce sol que tu marches chaque jour. Réécrire les souvenirs douloureux ne signifie pas faire semblant que rien ne s'est passé. Cela signifie reconnaître que tu as survécu, que tu as traversé cette épreuve, que tu as appris quelque chose, même si cela a fait mal. Cela signifie changer la question. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», demande plutôt « Qu'est-ce que cela m'a appris sur moi ?» Ce simple changement redonne du pouvoir. Dans la pratique, cela commence par de petites choses. Lorsque le souvenir apparaît, observe l'étiquette que tu te donnes et change-la consciemment. Au lieu de dire « je suis méfiant », dis « j'ai appris à me protéger, et maintenant je peux apprendre à faire confiance plus intelligemment ». Au lieu de dire « je gâche toujours tout », dis « j'étais blessé, mais aujourd'hui je suis plus conscient ». Au lieu de dire « cela m'a brisé », dis « cela m'a obligé à grandir ». Ce changement est le véritable code de la sagesse. Le plus grand pouvoir que le stoïcisme peut enseigner est celui-ci: tu ne peux pas changer ton passé, ni la douleur qu'il t'a causée. Mais tu peux changer la manière dont tu le regardes et la façon dont tu comprends cette étape de ta vie. Lorsque tu réécris ton récit intérieur, le changement n'est pas seulement momentané. Il devient structurel. Le passé cesse de te tirer vers l'arrière. Il commence à te pousser vers l'avant. Et à partir de ce moment-là, ton esprit cesse de te saboter avec de vieilles histoires, et commence enfin à te soutenir. Numéro 5. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Combien de fois t'es-tu senti anxieux en essayant de contrôler ce qui n'était pas entre tes mains? En tentant d'anticiper, d'ajuster et de définir quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. L'esprit ne supporte pas l'incertitude. Alors il essaie de remplir ce vide avec des scénarios, des hypothèses et des prévisions. Et si cela se passait mal? Et si la personne réagissait mal? Et si tout échappait au contrôle? Ces « et si » qui semblent au départ être de la prudence, finissent par se transformer en un état permanent de vigilance. Comme si tu devais être prêt à tout, tout le temps. Le problème n'est pas de penser à l'avenir. C'est naturel. Le problème est d'essayer de le maîtriser avant qu'il n'arrive. Le stoïcisme a toujours été très clair sur ce point. Il divise la vie en deux parties très simples, ce qui dépend de toi, et ce qui ne dépend pas de toi. Lorsque tu mélanges ces deux choses, ton esprit entre en conflit. Il commence à exiger du contrôle là où il n'existe que de l'imprévisibilité. Et cette confusion devient l'une des plus grandes sources d'épuisement émotionnel. L'esprit reste alors en état d'alerte permanente, comme quelqu'un qui essaie de retenir de l'eau entre ses mains. Plus il serre, plus l'eau s'échappe. Et plus l'eau s'échappe, plus il serre fort, jusqu'à finir fatigué et frustré. L'anxiété, c'est exactement cela, de l'énergie dépensée à essayer de contenir ce qui ne peut pas être contenu. Le changement commence lorsque tu comprends quelque chose de simple mais profond. Le contrôle ne signifie pas avoir du pouvoir sur tout. Le contrôle signifie savoir où investir ton énergie. Épictète l'enseignait avec beaucoup de clarté. Pour lui, la sérénité ne venait pas du fait de dominer le monde, mais de maîtriser sa propre réponse au monde. C'est là que se trouve ton véritable champ d'action. Lorsque tu lâches prise sur ce que tu ne contrôles pas, tu ne perds pas ta force. Tu la récupères. Toute l'énergie qui était dispersée à essayer de prévoir l'imprévisible revient vers ce qui transforme réellement ta vie. Ton attitude, tes efforts, ta préparation, ton caractère, ta manière de réagir à ce qui apparaît devant toi. Et lorsque cela se produit, quelque chose se réorganise à l'intérieur de toi. L'esprit ralentit, parce qu'il n'a plus besoin de surveiller tout en permanence. Le corps se détend, parce qu'il n'est plus en mode d'alerte constant. La vie cesse d'être un champ de bataille et redevient un chemin. Accepter ne signifie pas rester les bras croisés. Cela signifie arrêter de lutter contre la réalité. Cela signifie comprendre que vouloir contrôler la météo, la santé, le comportement des autres ou le rythme de la vie ne te rend pas plus en sécurité. Cela te rend simplement plus fatigué. Marc Aurèle rappelait que la tranquillité naît lorsque tu diriges ta force uniquement vers ce qui dépend de toi, et que tu accueilles le reste avec confiance. Dans la pratique, cela commence d'une manière très simple. Lorsque surgit une situation stressante, avant de réagir, fais une pause courte mais sincère et demande-toi: qu'est-ce qui dépend de moi ici? Et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Ce qui ne dépend pas de toi, tu le laisses aller. Ce qui dépend de toi, tu l'assumes. Rien que cette division apporte déjà de la clarté. Parce que tu cesses de lutter contre le monde et tu commences à agir sur ce que tu peux réellement diriger. Accepter ce que tu ne contrôles pas ne te diminue pas. Cela te renforce.
Cela te redonne de la concentration, de l'énergie et de la présence. Car lorsque tu cesses d'essayer de retenir le courant d'une rivière, elle cesse de t'emporter. Et tu apprends à la traverser en choisissant où poser tes pieds. C'est ainsi que l'esprit se calme. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu as enfin cessé de dépenser ta force là où elle n'a jamais eu d'effet, et que tu as commencé à l'investir exactement là où elle peut tout changer. Numéro 6. Reste présent. L'anxiété n'est presque jamais de ce qui se passe réellement maintenant. Elle apparaît lorsque ton esprit abandonne le présent et commence à vivre quelques minutes, quelques jours ou même des scénarios entiers en avance. Lorsque tu es anxieux, ce n'est généralement pas parce que quelque chose de mauvais se produit à cet instant précis. C'est parce que ton esprit a quitté l'endroit où tu peux réellement agir. Il commence alors à simuler l'avenir, à anticiper des conversations, à répéter des refus, à imaginer des échecs et à projeter des situations qui n'existent pas encore. Pendant ce temps, le moment présent, le seul point d'appui réel, reste vide. C'est pour cela que l'anxiété est si fatigante. Le corps ne peut vivre qu'un seul moment à la fois, mais l'esprit essaie de tout vivre d'un seul coup. Il tente de charger toute la journée, tout l'avenir, en une seule fois. Être présent n'est pas un concept abstrait ni un idéal spirituel lointain. C'est une compétence pratique, presque opérationnelle. Cela signifie ramener ton attention là où se trouvent tes mains, à ce que voient tes yeux, à la décision qui se trouve réellement devant toi maintenant. Les stoïciens étaient très clairs à ce sujet. Sénèque disait que l'être humain souffre plus dans son imagination que dans la réalité. L'imagination ne respecte pas les limites du temps. Elle essaie de résoudre tout en même temps. Et cela transforme n'importe quelle tâche simple en épuisement, n'importe quelle conversation en menace, n'importe quelle petite décision en un énorme problème. Non pas parce que ces choses sont réellement grandes, mais parce que tu essaies de les résoudre dans un temps qui n'est pas encore arrivé. C'est comme vouloir traverser un pont en entier d'un seul coup, au lieu de simplement faire le pas suivant. Quand tu regardes l'extrémité du pont, tu ressens de la peur. Quand tu regardes simplement le prochain pas, tu peux marcher. Être présent, c'est exactement cela, diviser la vie en parties gérables. C'est remplacer la question « et si tout se passe mal ?» par une autre « qu'est-ce qui se trouve réellement devant moi maintenant ?» Ce changement paraît simple, mais il transforme complètement la qualité de ton énergie. L'esprit anxieux déteste le présent, parce que le présent ne nourrit pas les catastrophes imaginaires. Dans l'instant présent, la plupart du temps, tu es en sécurité. Tu respires. Tu es capable d'agir. C'est pour cela que la présence réduit l'autosabotage. Quand tu es vraiment ici, il n'y a plus d'espace pour les histoires exagérées ni pour les jugements anticipés. Dans la pratique, être présent ne demande pas de rituels compliqués ni de changements radicaux. Cela commence par de petits retours à l'instant. Avant de répondre à un message difficile, fais une pause et relis-le calmement. Avant de prendre une décision impulsive, observe ton corps et ta respiration. Avant de t'exiger trop de choses, regarde ce que tu as déjà accompli aujourd'hui, plutôt que tout ce qu'il reste encore à faire. Ces petits ajustements réorganisent l'esprit. Ils te sortent du futur imaginaire et te ramènent au seul endroit où le choix existe. Quand tu apportes ton attention au moment présent, la tension diminue, le rythme ralentit et les décisions deviennent plus claires. Être présent ne résout pas tous les problèmes de la vie. Mais cela empêche d'en créer qui n'existent pas encore. C'est ainsi que le calme cesse d'être une simple idée agréable et devient une attitude concrète face à la journée. Alors, lorsque tu sens que ton esprit s'emballe, qu'il commence à anticiper, à dramatiser ou à se perdre dans des scénarios imaginaires, fais quelque chose de simple et de ferme. Reviens à ce qui est réellement entre tes mains maintenant. Parce que lorsque tu apprends à rester présent, l'anxiété perd de sa place et ton esprit recommence à travailler en ta faveur. Numéro 7. Apprends à décider avec clarté. Il existe un moment, juste avant chaque décision, où l'anxiété s'infiltre souvent. Elle ne fait pas forcément de bruit, mais elle crée un sentiment d'urgence, de précipitation. Elle donne l'impression que tu dois choisir immédiatement, résoudre tout de suite, sortir le plus vite possible de cet inconfort. Décider avec clarté et décider sous l'effet de l'anxiété sont deux choses totalement différentes. L'anxiété ne choisit pas ce qui est le mieux. Elle choisit simplement ce qui fait le moins mal sur le moment. C'est pour cela que tu repousses des conversations importantes, que tu acceptes moins que ce que tu mérites, que tu restes dans des situations qui n'ont déjà plus de sens. Tu changes de plan en cours de route, tu abandonnes trop tôt. Non pas parce que tu as analysé la situation avec lucidité, mais parce que tu avais besoin d'arrêter de ressentir cette pression dans ta poitrine à cet instant précis. C'est une décision anesthésiante. Elle fonctionne comme un médicament qui enlève la douleur rapidement, mais qui ne traite pas la cause. Le soulagement arrive, mais le problème reste là, intact, attendant simplement la prochaine occasion pour réapparaître généralement plus grand. Les stoïciens étaient très clairs à ce sujet. Agir sous l'impulsion émotionnelle, c'est remettre le contrôle de sa vie au moment le plus instable de l'esprit. Épictète expliquait que lorsque l'émotion gouverne la décision,
la raison arrive toujours trop tard, seulement pour gérer les conséquences. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque tu décides pour fuir l'inconfort. Tu résous le problème du moment présent, mais tu compromets l'avenir. Imagine quelqu'un qui choisit toujours le chemin le plus court pour éviter une montée difficile. Au début, cela semble plus facile, moins fatigant, plus sûr. Mais quelques mètres plus loin, le raccourci se ferme et oblige à faire demi-tour. L'effort qui semblait éviter se retrouve alors doublé. Les décisions prises dans l'anxiété fonctionnent de la même manière. Elles évitent l'effort initial, mais prolongent le chemin. Lorsque tu décides sur la base de la peur, tu ne choisis pas le meilleur scénario. Tu choisis simplement celui qui demande le moins de confrontation sur le moment. Mais la vie ne répond pas au confort. Elle répond à la cohérence. Chaque fois que tu fuis un inconfort nécessaire, il réapparaît plus tard sous forme de frustration, de regret ou de sensation de stagnation. Marc Aurèle rappelait que l'être humain souffre davantage lorsqu'il fuit ce qu'il doit faire que lorsqu'il affronte ce qu'il doit traverser. La fuite crée une tension permanente, tandis que l'action crée une conclusion. Décider avec clarté peut faire mal au début, mais apporte du soulagement ensuite. Décider pour fuir soulage d'abord, mais finit toujours par présenter la facture. Le changement commence lorsque tu apprends à te poser une question simple avant de prendre une décision. Cette décision vient-elle de la clarté, ou du besoin d'arrêter de ressentir cet inconfort maintenant? Si elle vient de la clarté, avance même avec la peur. Si elle vient de la fuite, fais une pause. Car tu es probablement sur le point de répéter un vieux schéma. Une décision consciente ne signifie pas l'absence d'émotion. Cela signifie simplement ne pas laisser l'émotion prendre le volant. C'est ressentir la peur et choisir quand même ce qui construit. C'est ressentir l'incertitude et prendre position malgré tout. C'est avoir envie d'éviter et décider malgré tout de traverser. Lorsque tu commences à décider depuis cet espace intérieur, quelque chose change profondément. L'anxiété ne disparaît pas totalement, mais elle perd de sa force. Elle peut encore apparaître, mais elle comprend qu'elle n'est plus celle qui commande. Tes décisions cessent d'être de simples réactions. Elles deviennent une direction. Et cette direction crée quelque chose que l'anxiété déteste, une stabilité intérieure. Observe tes prochaines décisions. Pas les grandes, mais les petites. Regarde si tu choisis pour fuir l'inconfort ou pour construire ce qui compte vraiment. Car au fond, l'anxiété n'a pas besoin de disparaître. Elle a seulement besoin de cesser de décider à ta place. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une véritable force intérieure.